Bonsoir à toutes et à tous. Ce CIMA-talk va être en français et en anglais, donc si vous n'avez pas encore de casque, vous pouvez en prendre là-bas, ils sont tous à votre disposition. Et surtout, n'oubliez pas de les rendre à la fin. Alors, on va commencer puisqu'il est l'heure. Donc je suis Marie-Cécile Damave, je suis responsable innovation et affaires internationales dans le think tank Agridé, think tank de l'entreprise agricole, qui a le plaisir d'organiser ce CIMA-talk cet après-midi. Et donc le thème c'est Regard croisé France-Pays-Bas, une transition agroécologique à marche forcée, point d'interrogation. Alors, quelques mots d'introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous savez que le contexte est international et important par rapport aux enjeux environnementaux. La COP27 se tient en ce moment même, a commencé hier et se tient pendant 15 jours à Sharm el-Sheikh. Donc les enjeux environnementaux et climatiques sont très importants pour le monde entier. Et c'est les deux pays qui sont présents aujourd'hui. Donc on va avoir un regard croisé vraiment bilatéral entre la France et les Pays-Bas lors de cette heure de discussion. En fait, sont tous les deux impliqués évidemment dans ces enjeux environnementaux, mais également ces enjeux économiques. La productivité, c'est quelque chose d'important, en particulier pour l'agriculture. Alors les Pays-Bas, si on demande à un Français qu'est-ce que vous savez, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit en pensant aux Pays-Bas et à l'agriculture des Pays-Bas, on va dire productive, intensive en fait. C'est vraiment, je pense, le pays qui est peut-être le plus représentatif d'une agriculture extrêmement intensive. C'est un pays qui est un véritable concentré de valeurs au niveau européen, un grand pays agricole à la fois en termes de production et d'exportation au niveau européen. Vous savez que c'est le deuxième pays exportateur de biens agricoles et agroalimentaires dans le monde derrière les États-Unis, donc c'est pas rien. Et en fait aujourd'hui, on se demande si ce modèle n'a pas atteint ses limites. Donc on est ici ensemble pour parler de ces limites et en fait des problèmes qu'il y a aujourd'hui aux Pays-Bas, puisque en fait l'agriculture semble être en crise vu de chez nous aujourd'hui aux Pays-Bas. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'État néerlandais a été condamné pour ne pas se conformer à 2 directives européennes, et on va avoir un petit peu plus d'explications tout à l'heure. Et finalement l'État n'a pas eu d'autre choix que de prendre des mesures drastiques pour réduire les rejets d'azote dans l'environnement. Et donc ça a donné lieu à un certain nombre de protestations dans les campagnes. Vous avez peut-être vu notamment cet été, il y a eu énormément de manifestations d'agriculteurs aux Pays-Bas qui évidemment se disent mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que ça arrive de manière assez soudaine. Qu'est-ce qui se passe? Donc finalement, ils se voient contraints de désintensifier leur production, en particulier dans le monde de l'élevage, à la fois très fortement et puis également très rapidement. Et finalement, ces protestations ont abouti à la démission du ministre de l'Agriculture il y a tout juste 2 mois. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire là pendant cette table ronde pendant 1 heure, c'est comprendre ce qui s'est passé et puis comprendre quelles leçons on peut tirer de ce qui vient de se passer aux Pays-Bas, chez nous en France. Et puis on va essayer de prendre un petit peu de hauteur sur ces enjeux, voir comment tout cela résonne par rapport à un contexte français, agricole français, puisque nous aussi on a une agriculture productive et intensive. Donc comment tout cela résonne. Et du coup, pour discuter de tout ça, on a 2 intervenants qu'on a beaucoup de chance d'accueillir aujourd'hui. Nous avons Jan Kees-Ruijt, qui est secrétaire général au ministère de l'Agriculture, de la Nature et de la Qualité de l'Alimentation aux Pays-Bas. Bienvenue. Et puis on a également Jean-Baptiste Millard, qui est le délégué général d'Agridé, donc le think tank pour lequel je travaille. Donc bienvenue à tous les deux. Je vais changer la diapo pour qu'on puisse bien vous identifier. Voilà. Donc je vais m'asseoir pour commencer cette discussion. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par un état des lieux, comprendre ce qui s'est passé aux Pays-Bas, et puis en fait comment cette situation en fait
assez similaire peut se reproduire également en France, ou c'est peut-être produite déjà en France. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, ce sont les juges qui contraignent les autorités à prendre des mesures agroécologiques. Alors, je vais m'exprimer en anglais lorsque je vais poser des questions à Jan Kees. Jan Kees, so what is the current situation in the Netherlands? What is the current situation in the Netherlands? Can you quickly go back to the origin of the crisis? What's going on? Yeah, thank you. And first of all, I think it's important to share that when you look at the Dutch agriculture sector, it is a very intensive sector, the way we produce our crops, etc. And we do it for many years. And it's not a problem from yesterday, where we talk about. So for years we are talking about what is the edge of what is possible and is not possible when you look to emissions from the production of food in the Netherlands. And in 2019 the High Court of the Netherlands condemned our government that we are not producing in obligation with the European rules. And one of the most important issues is the emission of nitrogen from our agriculture sector in the Netherlands. And it was not, if we are honest, not new for us, because we knew that we have a problem with the production of nitrogen for years. And we also knew that we had to take measures, but it is very difficult when you look to a sector so high productive, also productive we are the second largest exporter of the world. We are proud of it. We subsidized it in a lot of years in the Netherlands, also with European money. And on the other hand, we say to farmers, yeah, you have to bring your production back, but also with the low cost we are used to. Food is not expensive in the Netherlands, and a Dutch family pays 9–10% of its income to food, and we are happy with it, but it is not sustainable when we look to the future. And in 2019 we had two decisions of the court. One was about nitrogen, and the other was about CO2. When we look to the climate goals of we are also responsible to reach those goals in 2030, 2040, 2050. So we have to take measures to decline the emissions of nitrogen. So I think the state was condemned for climate inaction, right? Yeah, and there was action, but not enough. Exactly. There was kind of action, but not enough. Yeah. Because when you have to take action, you need farmers to be part of that action. And that is one of the biggest issues now in the Netherlands. Because when you are a farmer, most of our farmers want to change and want to be sustainable in their production. But the big question is, what is my perspective as a farmer to the future? Because it is an investment to become more sustainable in your production. And that is one of the biggest questions when we talk with farmers, when they look to the future. It's not only a discussion between farmers and government. It is about the whole chain between the producer, the farmer as a producer, and we are as consumer. And between the farmer and the consumer, there's a whole chain of companies, industries, which we need to make this change in production. And last summer, yes, we had a very hot summer because farmers were protesting day in, day out. And it was not possible anymore to have a good discussion between the government and the farmers. Because our government decided to ask an old minister to arrange talks between farmers, government, NGOs, nature restore organizations, and they all talked with that old minister,
Minister Remkes, and he came with 25 recommendations for taking steps to the future between the government, the farmers, but also the agriculture industry. So it was a collective work, actually. Yeah, okay. Yeah, and we need all those parties to make this change, and we don't have much time. When we look to the goals of declining emission on nitrogen, and we look to the goals of climate, we have to begin yesterday. And but now we try to make an agreement between farmer organizations and the government in the coming months to make a common agenda with goals which are not negotiable, because we know the goals, but it is about the way to reach those goals in the next 10, 15, 20 years. Okay, so what I understand is that there's a reduction of nitrogen releases that will be, this reduction will have to equal 50% by 2030, right? That's the average target, and then it will be different region by region. Yeah, because we have Netherlands is a small country, but the differences between regions are big. So we think a regional approach is the way we can step forward. But every region has to make a plan for the future, how to reach these goals. But there can be differences between the regions, and that's because of the soil and the position in the Netherlands, etc. But the sum of all those plans has to reach the 50% goal in 2030. So for some regions it will be higher than 50%? Can be, yeah. And it's also because of the Natura 2000 areas in your region, which is very important for your regional plan. Okay. Yeah, there's something we did not mention, but it's important for a French public to understand that there are two ministers. In our ministry? Yeah, because in France it's not the case. So. Yeah, the tradition has always been that there was one minister at the Ministry of Agriculture responsible for the whole, and now we have two ministers. One is responsible for agriculture, you can say, and food quality, and the other minister is responsible for nature. And that's the minister with a coordinating task for the whole government for our national program for the rural area. And in this national program, we find the goals on nitrogen, climate, nature restore, etc. Okay. Yeah. And they are not always friends of each other, because the goals are conflicting. Yeah. Yeah. Maybe a little, it may be comparable to the relationships between the French Minister of Agriculture and the French Ministry of Environment. Actually, this kind of discussions. Yeah. Okay. Jean-Baptiste, on va parler français. Ce qui se passe aujourd'hui aux Pays-Bas, ça résonne en France parce que l'État français aussi a été condamné pour inaction climatique. Il y a eu un certain nombre de jugements qui ont été rendus sur les questions environnementales. Il y avait l'affaire du siècle dont on se souvient en 2021 en particulier. Et puis plus récemment, le Conseil d'État, qui a été saisi par plusieurs associations environnementales, a condamné l'État à payer 2 astreintes de 10 millions d'euros parce que les seuils de pollution de l'air au dioxyde d'azote ont été dépassés dans différentes grandes agglomérations françaises. Alors finalement, est-ce que vous pouvez témoigner des actions des juges en fait, par rapport à peut-être ces inactions ou manque d'action ou actions pas suffisamment fortes? Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à Monsieur le Secrétaire Général de s'être rendu disponible pour cette conférence. Et merci également à l'ambassade des Pays-Bas en France pour avoir participé à nos côtés à l'organisation de cet échange. Donc Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole, laboratoire d'idées donc basé sur les réflexions autour de l'ensemble de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. Et donc on essaye de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs pour réfléchir aux conditions de développement du système agricole et agroalimentaire français plus particulièrement, en intégrant un certain nombre de grands enjeux, et notamment les enjeux climatiques et environnementaux. On base
notre communication sur, j'en profite, hein, on fait un peu de pub, sur une revue trimestrielle. La prochaine revue va sortir dans quelques jours. Elle sera consacrée à l'eau, justement, avec toute la problématique de l'eau en agriculture. Voilà, c'est une revue trimestrielle, et puis comme tout think tank, on produit des notes, et celle-ci, elle n'est encore pas elle n'a pas encore été rendue publique. Elle consacre la dynamique agricole. Quelles compétences on réfléchit justement sur l'attractivité du métier, puisque nous y reviendrons, c'est un des points très importants dans les transitions agroécologiques. Alors effectivement, c'est une bonne entrée en matière que d'évoquer les transitions agricoles à marche forcée, parce qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui que c'est du juge que vient essentiellement un certain nombre de contraintes et d'obligations de transformation. Ce ne sont pas les seuls, mais effectivement, on a un mouvement descendant par la loi, les règlements, les directives. J'allais dire, on a un mouvement quelque part horizontal où le juge, fort de ces règlements ou de ces accords internationaux, va venir rappeler à l'État membre l'ensemble de ses engagements. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'on voit que le juge judiciaire, après on peut se poser la question qui est plus philosophique sur la République des juges, mais jusqu'où ont-ils le droit d'aller? Mais en tout cas, à tout le moins, il rappelle les grands engagements, et il sanctionne lorsque ces grands engagements ne sont pas tenus ou ne seront pas tenus. Puisqu'on voit, il y a des courbes, hein, et quand on s'éloigne trop de la courbe telle qu'elle a pu être pensée, et donc telle qu'elle a pu être planifiée, à ce moment-là, effectivement, le juge dit « vous ne serez pas au rendez-vous ». Alors, au rendez-vous de quoi? On a plusieurs champs d'intervention du juge en France. J'en identifie 3. On en a un qui est assez historique, c'est le respect de la réglementation européenne. Les règlements européens, les grandes directives. Je pense en particulier à la directive nitrate et à la directive habitat. Et par exemple, encore récemment, l'État a été condamné, en tout cas le préfet de la Bretagne, puisque s'il y a bien peut-être une région en France qui ressemble le plus aux Pays-Bas, c'est la Bretagne, au regard de la concentration de ses élevages et le caractère intensif, donc on va dire, du modèle mis en place sur la Bretagne, du modèle, on va dire, du complexe agro-industriel. Et bien là, le préfet a été sanctionné au regard de son 6e programme d'action régionale contre les pollutions de l'eau d'origine nitrate. Nous sommes actuellement dans le 7e, mais le 6e a été attaqué par des associations et des associations environnementales, et effectivement, ils ont eu gain de cause. Certes, il y a des efforts qui ont été constatés, mais les efforts ne sont pas au rendez-vous des objectifs annoncés par le plan d'action régional. Donc des efforts insuffisants. Efforts insuffisants. Et je remarque là, effectivement, un point de convergence dans votre nouvelle approche, puisque nous partons sur des approches assez différentes entre les Pays-Bas et la France. Je pense que cette approche régionale n'est peut-être pas sans rapport avec l'approche française, mais vous pourrez peut-être, monsieur le secrétaire général, nous en dire un peu plus sur ce point, puisque vous aviez, je pense, une approche plutôt nationale, et là vous allez rentrer dans les particularités des différentes régions, ce que nous faisons effectivement depuis un certain temps, parce qu'il n'y a pas les problèmes n'ont pas la même acuité partout sur le territoire national. Donc ça, c'est le respect de la réglementation communautaire, et effectivement, on est régulièrement condamné, et la pression monte au fur et à mesure des années. L'autre rappel à l'ordre par le juge, il est en matière climatique. Là, effectivement, la France également, à certains égards de la même manière que les Pays-Bas, a été récemment condamnée de différentes manières par le procès, l'affaire, ce qu'on a appelé l'affaire du siècle, ce que les associations environnementales ont appelé l'affaire du siècle. Donc ils ont bien réussi à obtenir la responsabilité de l'État pour inaction climatique. Effectivement, avec des mesures, des astreintes. Ces astreintes ne commenceront
à courir qu'à partir du 31 décembre 2022. L'État a répondu sur l'ensemble des mesures qu'il avait déjà mis en place depuis 2017 et un petit peu avant, et ce qu'il allait mettre en place pour permettre d'atteindre les fameux moins 40, mais devenus moins 50, moins 55, depuis la réglementation communautaire de 2021. Fit for 55? Non, là c'est le règlement établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité carbone. C'est le règlement 2021 du Conseil et du Parlement européen qui effectivement pose clairement les objectifs. Et donc on a décliné ces objectifs en droit français, mais force est de constater, selon le juge administratif parisien et le Conseil d'État, donc la plus haute, l'ordre de juridiction le plus élevé, que ces objectifs ne seraient pas atteints. Et donc, il y a une constatation de l'absence d'atteinte des objectifs. Les juges ne disent pas qu'il ne se passe rien, mais ils considèrent que c'est insuffisant au regard des propres engagements de l'État. Ils n'inventent pas des engagements, les juges. Ils se fondent sur des textes. Et le troisième courant, il y a le courant climatique, le troisième courant, c'est un courant environnemental que l'on identifie quand même clairement depuis l'introduction de la Charte de l'environnement en 2004 dans la Constitution française. Plus précisément, on a adossé la Charte de l'environnement à la Constitution française avec un certain nombre d'obligations. Obligations, donc, on connaît celle qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est le principe de précaution. Mais aujourd'hui, il y a des obligations qui portent beaucoup plus sur la manière de conduire le débat environnemental et sur la nécessité encore plus prégnante de permettre aux citoyens de vivre dans, je cite, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. C'est sur ce fondement, article 1er de la Charte de l'environnement, qu'effectivement, vous le rappeliez, Marie-Cécile, l'État français a été condamné au regard de la pollution dans l'air. Nous avons d'autres condamnations sur ce fondement, les fameuses zones de non-traitement autour des champs. C'est clairement, c'est un serpent de mer maintenant, ça fait 3-4 ans que le dossier est sur la table, que le gouvernement l'a déjà repris 2 fois et qu'on ne sait pas si on va enfin en sortir. C'est sur cette problématique de l'intégration de la consultation du public dans la prise de décision. Et ça, c'est un élément vraiment très important, la consultation du public et donc quelque part la concertation, qui doit être aujourd'hui à tous les étages. Et j'ajouterai une justice qui rentre de plus en plus dans les rapports privés. Je vais vous donner un exemple, et ça c'est du fait de la Cour de cassation. Vous savez que la France, 70% des terres sont des terres en fermage en France, donc sont des terres louées. Donc les rapports entre les propriétaires terriens et les exploitants sont d'importance, hein. Et donc nous, beaucoup de contentieux, et on voit la Cour de cassation de plus en plus censurer, voire résilier des baux bénéficiant à des preneurs parce que le preneur n'a pas respecté un certain nombre d'engagements environnementaux. Il n'hésite plus à résilier un bail, voire à résilier le bail de l'ensemble de l'exploitation lorsque le preneur n'a pas respecté des engagements environnementaux ou ne serait-ce que des pratiques que le juge va considérer comme compatibles avec, on va dire, la bonne exploitation du fonds. Un arrêt du 17 novembre 2021, tout récent, a résilié un bail parce que le preneur avait retourné les prairies dans le cadre d'un échange et ils avaient décidé de retirer les haies. Le simple fait d'avoir arraché les haies était constitutif pour le juge d'une faute de nature à justifier la résiliation du bail. C'est dire si aujourd'hui, et là on parle d'agroécologie, en fait l'agroécologie est sous-tendue dans l'ensemble de ces décisions, parce que quand on descend au plus près
de l'agriculteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à produire en impactant le moins possible l'environnement, en émettant le moins possible d'émissions de gaz à effet de serre, et au final en conduisant des projets, je pense à la méthanisation notamment, mais demain l'agrovoltaïsme aussi, en partenariat et en concertation avec l'ensemble des parties prenantes du monde rural. Voilà, ces observations, j'allais dire, sur effectivement la mainmise aujourd'hui du juge dans l'évolution et dans l'imposition d'une marche forcée vers l'agroécologie. Merci beaucoup pour cette réaction. Je voudrais maintenant me tourner vers Jan Kees. Jan Kees, I'm going to speak English to you. Maybe two questions to continue this discussion about dialogue with the rest of the society, dialogue with people who are around farmland. Is it the same trend in the Netherlands? Is there more and more either voluntary or compulsory dialogue with the neighbors, actually, the neighborhood of the farmers today? That's would be my first question, and the second one would be why are judges actually imposing constraints? Is there a lack of political courage, in fact, from policymakers to impose unpopular decisions to farmers or to other people, actually, and to make compulsory some decisions that may not be very popular? To begin with your last question, I think I thank you for your explanation about the situation here in France, because I recognize a lot of your story, and farmers in the Netherlands always say this is a typical Dutch problem, and in other countries we don't have this problem, but I think we face the same problems, maybe on another scale, etc., and other phase of the development, but it is the same development. And we are talking about what you need is a license to produce, as a farmer, as an agricultural sector, and that license is depending on how society is looking to you. And I think it is very important to have close contact with all kinds of stakeholders around the agricultural sector. So it is not the traditional talks between a Minister of Agriculture and the agriculture sector. It is a talk between the government, all kinds of governmental organizations, and the society. It's about health of people, it's about your environment, it is about the food you eat. The food you eat is important for your health, but it's also the surrounding where you live. It's everybody's concern. It is everybody's concern, so it's also everybody's responsibility. And that's, I think, a very important message to farmers. It can't be the responsibility of farmers alone to make this huge change to sustainable farming. It's a too big step, and we need society, so we need a supportive government, but we also need a supportive agricultural industries, also the industries here, to support farmers to make this change. And that is what we want. We want good food, we want a health surrounding, we want a good biodiversity. It's important for recreation, it's important for a healthy surrounding. So that's why it is change more than a change of the agricultural sector. Okay. It's all about, as Jean-Baptiste said, it's all about agroecology and how to make farming competitive, and farmers have making money, making a living out of their business, and at the same time being good to the environment. So it's all about agroecology in the end. So there's a number of ways to do that, and we're all in the same boat, actually, wondering how to do this. So let's explore the first one that we can explore here is the economic leverage. It seems that right now in the Netherlands, environmental health
is not in good shape really because of the former farming practices, and it puts the economic health of farmers and of the whole agricultural sector in danger. So what kind of new organizations, what kind of different segmentation in this economic sector are imagined in your government and by the various stakeholders across the farming sector to change this? Yeah, we need farmers, and not only for production of food, but also for our surrounding, for our landscape. We can't do the landscape without farmers, but we have to change from high production with low cost to extensive way of producing food with a good price for farmers. And farming is more than only producing food. It is also be aware of your surrounding, and we have to pay for it, because it is a responsibility of society that we want a good surrounding, good biodiversity, and farmers can play a key role in it, but we have to pay them for it. And we can do it with European money and national money. And what's very important is that you are sure as a farmer that when a government is paying you for biodiversity action, it's not for 4, 5, 6 years, but it has to be for 10, 15 years, because you have to invest in your business, and you have to be sure that the investment is, you can earn it back. So we have a vision. We need a vision on how farming in the future can be successful, also in the Netherlands, with a new way of farming, extensive, good food, and a good price for the food, but also a good price for all kinds of other services we ask from farmers. So, what do you think would be the main sectors affected by the current situation of reducing production? Is it mainly the dairy sector that is expected to be affected? Yes, it is one of the sectors, and it is all kinds of sectors with cattle, but also arable land. So I think in the Netherlands, all sectors in agriculture has to deal with sustainability, and so we ask all the sectors, all kinds of producers, but also the agricultural industries around the producers. Mm-hmm. And we didn't talk about the retail sector, but they also have a big responsibility to help farmers and pay a good price for food they produce. So maybe reduced volumes, but a higher quality in the end. Yeah. But now when you make nowadays, it's still when you want to invest in your farm and you talk with your investor, with the bank, the question is always you have 100 cows, and when you want to make an investment, and you need 150 cows or 200, and that has to stop. Okay. What about the impact expected on exports? Because exports are very important for the Dutch economy. So are they going to decline as well? Our future is that we will be an exporting country. And export is more than a high volume of products. It is also about innovation, technology, advice, be the first in new developments, in greenhouse, etc. So there is a nice future for the Dutch agricultural sector, and also in the international context. Okay. So our goals are still to be an exporter, but more of innovation and technology and advice than only on the primary food production. Okay, very good, thank you. Bon, Jean-Baptiste, on a l'impression que la trajectoire côté Pays-Bas, c'est peut-être vers une montée en gamme des produits agroalimentaires.
comme voie de sortie. Est-ce que la trajectoire n'est pas l'inverse au niveau français? On a l'impression qu'on était très orienté vers le haut de gamme avec un certain nombre de produits sous appellation, etc. Est-ce que aujourd'hui la tendance en France n'est pas vers une orientation plutôt vers le cœur de gamme avec un contexte inflationniste vraiment très important et qui touche l'ensemble des pays européens? Oui, alors si on reprend les dernières années, et on va dire le discours politique ambiant, effectivement, était incontestablement d'inviter les agriculteurs à une montée en gamme à travers l'agriculture biologique, une montée en gamme à travers l'agriculture sous signe officiel de qualité, les fameux SICO, qui sont actuellement en train d'être réformés au niveau communautaire, donc une agriculture d'appellation, d'indication géographique, et une agriculture également de label. C'est clairement exprimé dans le fameux discours de Rungis avant les Egalim, au moment du lancement des Egalim, pardon, par le président Macron, où en filigrane il explique que le salut quelque part de l'agriculture française, c'est la montée en gamme. Et on comprend que, en réalité, c'est ce que l'on propose aux agriculteurs pour réussir à faire la jonction entre l'augmentation des coûts dus à l'agroécologie et le maintien, j'allais dire, d'un système économique viable. Un certain nombre de systèmes, effectivement, quand ils sont plus vertueux, ils baissent en termes de rendement. Baissant en termes de rendement, effectivement, il faut compenser ce rendement d'une manière ou d'une autre. Il y a trois voies hein, pour le compenser. C'est le prix, la capacité des consommateurs à payer plus pour un produit. Et je vois deux autres terrains pour venir compenser ces efforts de l'agriculteur. Ce sont les paiements pour services environnementaux. Je pense notamment lorsqu'il s'agit par exemple, de contribuer à une amélioration de la qualité de l'eau. Et puis il y a le stockage carbone, donc à travers notre label bas carbone, où là on va avoir des aides incitatives ou aussi des contrats qui vont permettre de valoriser les efforts réalisés sur l'exploitation. Et puis enfin effectivement les aides publiques. Et ça c'est la nouvelle PAC avec le fameux éco-régime qui permet lors de la mise en place d'un certain nombre de pratiques agricoles vertueuses ou d'engagement de son exploitation dans des systèmes vertueux, de pouvoir obtenir le maximum d'aide. On voit bien qu'on a trois outils hein, pour permettre de compenser éventuellement l'augmentation des coûts d'une agriculture vertueuse sur le plan environnemental et climatique. À partir du moment où arrive dans l'équation la problématique de l'inflation, qu'il faut dire on n'avait pas beaucoup vu venir avec Egalim, puisque justement Egalim, donc les États généraux de l'alimentation traduits dans deux lois en France, c'était précisément quelque part de recréer un petit peu d'inflation pour permettre de mieux rémunérer les agriculteurs. Et là, effectivement, on a aujourd'hui une explosion des coûts de production, une explosion donc du prix des produits alimentaires, donc, et on remonte l'ensemble de la chaîne, ce qui fait que le consommateur est saisi par cette augmentation qui n'est pas que sur l'alimentation, mais aussi sur l'énergie et sur d'autres postes de consommation. Si bien qu'on voit effectivement, et ça a été très bien montré par Olivier Mével dans un des derniers, dans son édito pour notre newsletter, une nouvelle segmentation où les produits à haute valeur ajoutée semblent être réduits dans le panier moyen de consommation à la faveur des marques de distributeurs et même des premiers prix. C'est-à-dire que tout le monde descend d'un niveau. Et ça, c'est inquiétant, effectivement. C'est inquiétant parce qu'on voit tout de suite des effets tangibles. C'est la problématique, effectivement, rencontrée par les filières bio, animales, végétales, laitières,
qui sont effectivement confrontés à une inadéquation entre l'offre et la demande. Et je dois dire que c'est assez déconcertant, une nouvelle fois, pour les agriculteurs, de voir que les efforts ne paient pas. Donc, il faut mettre en place, à mon avis, de véritables leviers financiers qui ne sont pas seulement issus du marché aujourd'hui, hein, peut-être que demain ça peut évoluer, lorsque l'on aura contenu l'inflation, mais qui sont effectivement de la contractualisation sur le stockage carbone. Et nous avons travaillé depuis plus de 10 ans maintenant sur ces questions, de la rétribution pour les efforts réalisés par les agriculteurs pour les écosystèmes à travers les paiements pour services environnementaux. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Toute cette discussion me rappelle vraiment l'autre CIMATOC qu'on a organisé aujourd'hui, en fait, sur le carbone farming, hein, l'agriculture bas carbone, où on parlait beaucoup de financement des efforts des agriculteurs pour une agriculture bas carbone qui stocke du carbone dans les sols et réduit ses émissions, sur comment payer cela. Et en fait, une des conclusions, c'était que le consommateur ne doit pas être le seul à payer, et ça n'est pas possible. En fait, il n'en a pas les moyens. Donc, c'est vraiment une mobilisation et des filières, des différents acteurs des filières et des pouvoirs publics, et puis d'autres marchés, type le marché du carbone volontaire. Jan Kees, did you want to react on this discussion? Before we move on to the technological leverage, did you want to react to what Jean-Baptiste just said? Yeah, I fully recognize your insights on the income of the farmers, and I think it is important not only to talk about compensation, because it has to be part of their business model. So it's your income where you talk about, because compensation is, you have income and compensation is not for sure. So the business model of a farmer has different parts of it, and it is the total of it makes that he can be successful with producing, with environmental services, with carbon farming, or all other parts of his business model, and that makes it sustainable for the farmer, him or herself. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il y a effectivement une partie compensation, mais il y a une partie création de valeur. Mais aujourd'hui, la création de valeur peut aussi venir d'aménités apportées donc à la société, aménités en termes de stockage carbone et d'aménités environnementales qui ont une valeur. Si on se projette un petit peu, notamment nous avons travaillé sur la comptabilité socio-environnementale à Agridé, sur les conditions pour mettre en place cette comptabilité qui ne compterait plus seulement, qui n'aurait pas seulement une approche financière, mais qui aurait une approche systémique de l'entreprise sur ses impacts et ses aménités. Alors là, oui, on a une approche différente avec de la création de valeur qui n'est pas seulement à travers le produit fini, mais qui peut être aussi à travers l'ensemble des apports de l'entreprise agricole à la société. Tout ce qui est service écosystémique. Et là c'est balbutiant. C'est balbutiant. J'aimerais passer maintenant au deuxième grand levier en fait, qui est exploré pour réconcilier justement cette nécessaire compétitivité économique et puis durabilité environnementale de l'action de production agricole. C'est le levier technologique. Donc on pense évidemment à l'agriculture et à l'élevage de précision. On pense à la bioéconomie, l'économie biosourcée, où l'agriculture est vraiment partie intégrante. Les agriculteurs sont un maillot fort de la bioéconomie. On avait également travaillé ces sujets chez Agridé, la circularité, l'intégration de l'agriculture dans l'économie circulaire, sur les questions liées à la biomasse, la production d'énergie renouvelable, et puis également le développement de sources de protéines alternatives pour répondre en fait aux demandes, aux besoins nutritionnels de nos concitoyens, pour un rééquilibrage en fait entre les sources de protéines animales et les sources de protéines végétales, avec en fait le développement de protéines innovantes, donc en développant une plus large gamme de protéines végétales,
des protéines d'insectes, des microalgues, voire de la viande cellulaire. Mais là, pour le coup, je crois qu'il y a une petite différence entre les deux pays, puisque la viande cellulaire, la viande in vitro, c'est quelque chose qui est vraiment exploré aux Pays-Bas et en France, pas trop. En tout cas, ce qui est une réalité, c'est que je pense qu'aux Pays-Bas, l'innovation technologique, ça fait vraiment partie intégrante de la vision de l'agriculture et de tout l'écosystème agricole et agroalimentaire depuis longtemps. Et en France, on a l'impression que l'innovation technologique, c'est quelque chose de plus récent, en fait, et dont aujourd'hui les pouvoirs publics se sont vraiment emparés. On pense à France 2030, qui a suivi les différents programmes investissement d'avenir, les PIA, on en est au 4e. Donc il y a un vrai souci en fait aujourd'hui des pouvoirs publics de mettre en avant l'innovation, de pousser en fait l'innovation au service justement de la diversité des enjeux auxquels on doit faire face. I have a question for you, Jan-Kees. In the end, isn't the current context accelerating the reduction of livestock production and actually accelerating the development and the deployment of these new technologies so that agriculture would become more modern, more high-tech? Isn't what's going on right now an accelerator of all that? Maybe it all started before, but now it's going faster. Yeah, when we look to the Dutch agriculture sector, it is a highly productive, innovative sector. And so technology has always been part of our policy when we look to the development of the Dutch agriculture sector. And it is a combination of industries, universities, government, and also the producer itself, the farmer itself. And that makes a strong triangle to make steps forward. And I think when we look to the pressure of all the developments on sustainability, it can be an extra push forward to make bigger steps. There is a lot of funding in the Netherlands for investigation and for innovation. When we look to all the court decisions in the Netherlands, innovation is part of the decisions, because when you look to innovation and it promises you a nice future about declining of emission of nitrogen, for example, he has to prove it, and that makes it more difficult because the proof is not now we can see it in 5 or 10 years. No, we have to prove it now, because otherwise we can't use that innovation to convince that this innovation is helpful in declining the emissions of, for example, nitrogen. So that's also important when we talk with all kinds of industries about their innovations. You can see it here at CIMA. Is it really proved that it is helpful to decline the emission of nitrogen again? We need more than promises, we need facts. Yeah, we need facts, yeah. And that's the situation we have now in the Netherlands, that when we can't prove the facts, we can't step forward. So when we need space for building houses, for our new infrastructure, for all the goals at the energy transition, we can't step forward if we can't prove that there is space enough when we look to the emission of nitrogen. So that is one of that's the situation where we're in the midst of it. Yeah. There's more pressure on innovation. A lot of pressure. Yeah. And I heard about the Dutch Growth Fund. It's the budget that one of the funds we can also agriculture businesses can use for new innovations. Yeah, but also there it's not an easy way to get money from that fund, because you have to prove that your innovation is on the front of new developments. Yeah. Thank you.
Jean-Baptiste, ouais, l'innovation, elle est partout dans l'agriculture aujourd'hui. On le voit ici au CIMA, hein, il y a tout un hall CIMATech, le village des startups, etc. La ferme digitale, ils sont absolument partout. Mais on parlait tout à l'heure d'obligation de résultats. Oui, c'est pas toujours la technologie effectivement qui apporte dans les plus brefs délais les solutions pour une diminution soit des émissions de gaz à effet de serre, soit éventuellement d'un impact moins important sur les milieux, je pense notamment aux milieux aquatiques. C'est vrai que ça oblige toujours à penser, on voit les politiques bien faites sont des politiques où on actionne plusieurs leviers. Le levier innovation est incontestablement un levier important. Il y a d'autres leviers, à mon avis, à enclencher, des leviers organisationnels, jamais insuffisamment me semble-t-il, dans l'organisation des agriculteurs, dans le fait de repenser les systèmes de production et transformation. Là, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire, notamment en matière, j'en parlais tout à l'heure avec un éleveur laitier, problématique aujourd'hui qu'on ne connaît pas en France, de couper l'ensemble, de couper sa production pendant un certain temps, le temps des sevrages. Et aujourd'hui, les industries agroalimentaires, par exemple, exigent un approvisionnement continu et permanent en lait, alors que certains systèmes peut-être plus vertueux proposent voilà, des approches plus saisonnières comme on connaît notamment en Irlande. Donc là, il y a des choses à voir, il faut que les maillons de la chaîne se parlent pour mettre en place effectivement de nouveaux process pertinents, intégrant sur l'ensemble de la chaîne de valeur, intégrant justement les dimensions environnementales et lutte contre le climat. Et la technologie, ce qu'elle apporte aussi, c'est plus de confort pour les agriculteurs. Et ça, c'est le grand enjeu, notamment en matière laitière. On est inquiet à Agridé, évidemment, comme partout ailleurs, de la décapitalisation du cheptel, de la baisse de la production laitière. On voit bien également, ça c'était une chimère de croire qu'on pourra faire une agriculture durable sans élevage. Ça, moi, je n'y crois pas. La circularité. Les systèmes les plus vertueux, on le voit, associent animal et végétal. Donc, j'ai du mal à penser un système qui pourrait complètement déconnecter les deux, voire même en faire disparaître un au profit de l'autre. Donc là-dessus, il faut continuer à travailler, continuer à démontrer, j'allais dire, toute la pertinence des aménités apportées par l'élevage. C'est le cas pour la méthanisation aussi. C'est le cas de la méthanisation, c'est le cas du travail sur les rations qui permettent de diminuer la fermentation entérique. Bon, là, il y a encore beaucoup de choses à explorer, je suis persuadé, que ce soit, j'allais dire, dans la conduite des troupeaux, que dans la conduite des cultures. Les marges de manœuvre sont encore énormes en termes d'innovation, mais il ne pourrait pas y avoir que de l'innovation pour atteindre les objectifs. Hein. La question du travail sur le gaspillage, la France s'est engagée assez tôt dans ces questions de gaspillage alimentaire, et donc quelque part aussi d'une certaine, j'aime pas trop le mot, mais d'une certaine sobriété, quoi. Donc qu'il faut intégrer également dans son approche. Alors, je voulais vous attirer sur le moins de pénibilité, donc plus d'attractivité. Parce que la question, elle est bien là. Comment attirer des jeunes ou des nouveaux agriculteurs, en fait, dans le monde agricole? Et la technologie fait partie des moyens qui rendent... on le voit, hein, ça s'appelait beaucoup chez les jeunes. Attirants dans ces métiers. Exactement. Ça permet d'attirer les jeunes au métier parce que c'est une approche renouvelée du métier. L'approche renouvelée du métier, elle se fait à travers effectivement la gestion d'un certain nombre de nouveaux flux, comme les flux de data, comme une approche d'agriculture de précision dans les champs, de conduite plus précise aussi de son troupeau, d'avoir sans déshumaniser j'allais dire, l'acte agricole qui reste quelque chose de profondément charnel en fait avec ces animaux ou avec ces terrains. Hein. Il y a quelque chose quand même, on touche la terre, on touche les animaux, c'est très important. Mais en tout cas, ça apporte une nouvelle approche du métier qui
normalement, si c'est bien conduit, doit aussi améliorer et réduire la pénibilité. Effectivement, aujourd'hui, les jeunes veulent avoir la même vie. Les jeunes qui sont dans l'agriculture veulent avoir la même vie que leurs copains de la ville. Donc là, il y a un grand défi à relever. Et effectivement, on constate en France que la problématique de l'attractivité du métier n'est peut-être pas tant la rémunération que la pénibilité. Donc c'est sur ces leviers-là qu'il va falloir travailler si on veut maintenir des jeunes dans l'élevage. Et là, je serais très intéressé de savoir comment les Pays-Bas essayent d'attirer au métier de l'élevage les jeunes néerlandais. Jan Kees, how would you respond to this? How to make farming attractive for young people in the Netherlands? Now, I think it's very important that young people see what their perspective is for the future. So when you are thinking about take over the farm of your father or mother, it's important that you know that it is an investment. It's not only about a financial investment, it is a whole investment, it is a way of life. And I think there is a lot of uncertainty. That's one of the reasons that there were protests this summer in the Netherlands, because uncertainty, not a clear agenda for the future, trust in government. This year it's A, next year it's B, so what is my future? So there is not one way to attract young people. We need a whole kind of program. In the Netherlands we have a special organization for young farmers. It's called the Young Farmers Organization, and they are a very important partner for our ministry to talk with them about the future of farming in the Netherlands. And there is a future, and it's more than innovation, what you said also. It's also thinking about another way of farming, extensive farming, have more eye for biodiversity, for your surrounding. So I think we need them all to think with us. It is not only the government which is describing the perspective of a young farmer. We need the young farmers themselves to cooperate with us and to make a future for them. Mm-hmm. Just to conclude this discussion, what we've seen a lot in common between the two countries. Yeah. The challenges are the same. The European policy that we depend on is the same. The questions by the society are similar, and the questions of the farmers and the farming community are the same as well. So how could we envision some collaborations between the two countries? I think we can collaborate on all kind of what is needed for a sustainable future for farming, and we need a cooperation with the several agricultural industries. But I think it can be very interesting for young farmers to learn from each other and to know the situation in France or in the Netherlands, because we always hear that these problems are typical Dutch problems, but it's not. They're not. It's not. So that's the reason why I am visiting France today and tomorrow to talk with Ministry of Agriculture, Ministry of Ecology, to learn from each other and to look how we can cooperate also in Brussels, to talk with the European Commission about what is needed for a future also for farmers in Europe. We face a lot of problems, but there is a future for farmers in Europe, of course. So I think it's helpful that we stimulate organizations to go abroad, talk with each other, learn from each other, and see how we can make a future for farmers in Europe. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme coopération franco-néerlandaise en agriculture?
Moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin sur les questions d'innovation. Ça, on l'a déjà vu. Je pense qu'il y a un vrai... là, il va falloir mettre les bouchées doubles, puisqu'on voit qu'il faut avoir des résultats assez rapidement. Donc là, il y a une coopération, à mon avis, qui doit s'intensifier sur les questions d'innovation. Et nous avions participé déjà l'année dernière, je crois, ou il y a déjà 2 ans, à des échanges entre les startups, il y a 2 ans, entre les startups françaises et les startups néerlandaises, pour présenter leur business et voir comment on pouvait créer de nouveaux ponts et créer de nouvelles solutions. Parce qu'effectivement, je pense qu'en cette matière, la coopération intra-européenne est tout à fait importante. Peut-être qu'une des... Ça veut dire qu'on a été trop lent. Et peut-être que, effectivement, la question d'un échange entre... on va terminer là, mais... il n'est pas non plus exclu que la France est un grand pays agricole. L'agriculture et le métier d'agriculteur est, rappelons-le, le plus beau métier du monde, quoi qu'on en dise. On est tous d'accord là-dessus. Donc, à partir de là, on peut aussi peut-être envisager la venue. On a eu des vagues migratoires, enfin, des petites vagues migratoires d'agriculteurs hollandais en France. Peut-être que la situation actuelle pourrait être aussi tout à fait favorable à la venue d'agriculteurs des Pays-Bas en France pour développer des activités là où éventuellement ils se sentiraient bloqués aux Pays-Bas. Ça s'est vu par le passé, c'est peut-être également ça peut être des opportunités. On sait déjà qu'il y a beaucoup de produits on va dire de produits de base qui sont réalisés dans le nord de la France et qui remontent soit en Belgique, soit aux Pays-Bas pour être transformés. On peut aussi très bien envisager demain qu'un certain nombre d'agriculteurs hollandais viennent s'installer, et notamment en matière laitière, là où précisément on pourrait, dans un avenir proche ou semi-lointain, voir une décroissance de la production laitière française. Là, il y a peut-être des choses à voir et à envisager. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci.